Bienvenue dans le débat de France 24. Qui donc en veut au pétrole saoudien? Après les actes de sabotage dénoncés en début de semaine par Riyad contre des tankers au large des Émirats, c'est un oléoduc hier qui a fait les frais d'une attaque de drone revendiquée, elle, par les rebelles yéménites, les Houthis. Action concertée ou bien coïncidence, cet enchaînement fait craindre en tout cas un embrasement dans une région où pouvoir rime avec or noir et où la pression américaine se fait de plus en plus sentir sur l'Iran, y compris militairement. Quels sont les risques actuellement? On en débat avec vous, Fathia Desieni. Vous êtes chercheur spécialiste du Moyen-Orient et du Golfe à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, également à Sciences Po Lille, l'auteur de l'Arabie Saoudite en 100 questions. C'est paru l'année dernière. Merci d'être avec nous. Bienvenue également à vous, Karim Sader. Vous êtes politologue, consultant et spécialiste du Golfe. Ruben Nizar, vous êtes économiste chez COFA, spécialiste des questions pétrolières. Et puis avec nous en direct de Casablanca, Sophia Amara, grand reporter, réalisatrice de documentaires, notamment Syrie dans l'enfer de la répression et auteur d'Infiltré dans l'enfer syrien aux éditions Stock. C'était paru en 2014. Merci à Sophia Amara d'être avec nous. Comment interprétez-vous, Sophia Amara, vous, ces attaques de drones d'hier et les actes de sabotage dénoncés ce week-end par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis? Y a-t-il un lien entre les deux? Écoutez, il est encore trop tôt pour le confirmer. En tout cas, ce que l'on peut dire dans cette région du monde, on s'est habitué à voir ce qu'on a appelé l'axe Téhéran, Damas, banlieue sud de Beyrouth, donc Hezbollah et les Houthis, c'est les derniers alliés locaux de Téhéran dans la région au Yémen, lancer des messages lorsque leur parrain, donc à savoir l'Iran, était acculé ou mis sous pression trop importante de la part de la communauté internationale et des États-Unis en particulier. Donc la manière la plus logique dont on pourrait interpréter, je dis bien interpréter ces attaques, à savoir le dimanche dernier, les 2 tankers saoudiens touchés dans les eaux territoriales des Émirats Arabes Unis, et hier cette attaque contre un oléoduc important à la sortie de Riyad, donc la capitale, et il y a là un message très fort. Donc on frappe à la sortie de la capitale saoudienne, et puis cette puissance, la principale source de richesse, pour ne pas dire la seule source de richesse de l'Arabie Saoudite. Donc il y a là un double message de la part des Houthis, et cette politique du message est une des particularités des Iraniens, du régime de Damas, du Hezbollah et des Houthis, qui sont tous sous évidemment la responsabilité de Téhéran, et on a vu ça au Liban par des attentats, les Houthis qui frappent l'Arabie, et ce n'est pas la première fois, puisqu'il y a eu des scouts, ou enfin des attaques aériennes de missiles qui ont été menées par les Houthis depuis le Yémen sur le sud de l'Arabie Saoudite, donc qui est voisine du Yémen. Ça n'est pas la première fois. Évidemment, il y a toujours dans ces cas-là un risque d'aggravation de la situation, même si des deux côtés on affirme que personne ne cherche véritablement la guerre. La cible de cette attaque, c'était un oléoduc qui permet aux Saoudiens d'exporter sans utiliser le détroit d'Ormuz, Karim Sader, en passant par la mer Rouge et le fameux port de Fudjira, celui-là même au large duquel a eu lieu les attaques contre les tankers. Oui, absolument. Alors, si on prend l'interprétation qui vient d'être étayée donc, par Madame, on est là effectivement dans une vision de l'Iran qui cherche à montrer sa capacité de nuisance. Parce que étranglé, justement, et d'un point de vue des sanctions économiques, et dans le collimateur aujourd'hui de Washington plus que jamais, et donc Téhéran cherchant donc à montrer sa capacité de nuisance, à perturber les flux énergétiques, et justement en attaquant, en prenant donc en compte cette hypothèse-là, en s'attaquant donc à ce pipeline qui relie donc le Shari et la province orientale au port de Yanbu sur la mer Rouge, cela ramène donc une concentration des flux plus vers le détroit d'Ormuz. Or, on sait que le détroit d'Ormuz est la chasse gardée de l'Iran, et l'Iran a toujours plus ou moins montré qu'elle était capable, en cas d'attaque, ou en tout cas en cas d'attaque de ses intérêts, de perturber les flux énergétiques qui passent par ce détroit, et on parle donc de 30% à peu près du flux énergétique. Ceci dit, je voudrais parler quand même d'une deuxième interprétation. Il n'est pas non plus exclu que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis cherchent à donner une ampleur très importante à cette série d'incidents, pour instaurer une sorte de responsabilité partagée entre eux et
les Occidentaux, les alliés occidentaux. On sait bien que ni l'Arabie Saoudite ni Abu Dhabi n'arrivent à en découdre avec le régime de Téhéran sur les différents théâtres de crise qui se jouent entre ces deux acteurs et qui viennent d'être cités, que ce soit le Liban, la Syrie, le Yémen, le Qatar, etc. Ce serait un moyen d'impliquer donc davantage les Occidentaux ou les Américains à leur cause. Ce qu'ils n'arrivent pas à faire tout seuls, c'est-à-dire mettre à genoux le régime des Mollahs, ils cherchent en tout cas certainement à ramener le plus possible ces alliés occidentaux à leur côté. En tout cas, vous venez de le dire, ce détroit d'Ormuz que Téhéran a souvent menacé de bloquer en cas de conflit. C'est là-bas que se dirigent l'USS Abraham Lincoln et les B-52 américains. Au débouché du golfe Persique, entre la péninsule arabique et l'Iran, c'est le passage obligé aussi pour un tiers du commerce mondial de pétrole. Et demain, possible terrain de confrontation, donc on l'a compris, entre les États-Unis et l'Iran. Explication en images. C'est l'un des couloirs maritimes les plus stratégiques au monde. Le détroit d'Ormuz est situé au débouché du golfe Persique, entre l'Iran et le sultanat d'Oman. Particulièrement vulnérable en raison de sa faible largeur de 55 km et de sa profondeur qui n'excède pas 60 mètres, il constitue une voie de navigation essentielle pour le commerce mondial du pétrole. En 2016, 18,5 millions de barils par jour y ont transité, soit près de 30% du pétrole transporté par voie maritime selon l'Agence américaine de l'énergie. 80% de cet or noir issu des principaux producteurs du Golfe est destiné aux pays asiatiques, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud et le Japon. Le reste est exporté vers les pays européens et d'Amérique du Nord. Un couloir maritime qui se retrouve également au cœur des tensions entre la péninsule arabique, majoritairement sunnite et arabophone, et l'Iran chiite et persophone. Le contrôle du détroit est partagé entre l'Iran et Oman, mais la République islamique d'Iran se considère comme le véritable gardien du Golfe. Elle confie aux gardiens de la révolution le contrôle des opérations navales et la sécurité du détroit. L'Iran dénonce aussi la présence de forces étrangères dans la région, et notamment la 5e flotte américaine basée à Bahreïn. Téhéran a menacé à plusieurs reprises de bloquer le détroit d'Ormuz en cas d'action militaire des États-Unis dans la zone. Et on va revenir sur les attaques contre les navires et l'oléoduc. Mais s'agissant du détroit d'Ormuz, Fathia Dazieni, on vient de le voir, l'Iran se considère une responsabilité particulière, on va dire. Est-ce qu'elle pourrait effectivement bloquer le détroit, d'après vous ? Que l'Iran, de toute façon, contrôle en cogestion avec Oman ce détroit, c'est certain. Donc c'est l'une des routes maritimes les plus importantes au monde. Et je voudrais revenir aussi sur l'équilibre des forces. C'est vrai que moi, je reviens d'Arabie Saoudite et aussi d'Iran. D'une part et d'autre, ces deux pays, évidemment, feront tout pour éviter un conflit direct, c'est clair. Mais en revanche, l'escalade est là. L'Arabie Saoudite est victime sur son territoire de tirs de missiles et donc de sabotage de son oléoduc par les Houthis, qui sont donc les rebelles yéménites et qui sont en conflit, en guerre donc avec l'Arabie Saoudite, considèrent que l'Arabie Saoudite et les Émirats arabes unis occupent leur territoire, donc envoient très clairement des signes hostiles à l'Arabie Saoudite. Ça ne veut pas dire, contrairement à ce que semblait dire cette journaliste, que l'Iran, de manière manichéenne, contrôle tous cet axe parce que les Houthis... Je crois que c'était une thèse. Sophia Amara est ma consoeur, elle est journaliste, elle n'évoquait pas son opinion, mais une thèse qui est effectivement avancée et qu'elle aura l'occasion de développer à nouveau. Attention, les Houthis ne sont pas les valets de l'Iran. Les Houthis sont en guerre avec l'Arabie Saoudite. Ce sont des Yéménites qui sont là depuis toujours au Yémen. Et donc les Iraniens eux-mêmes... je pense, n'ont pas toute la latitude qu'ils pourraient avoir, par exemple, avec leur proxy, Hezbollah, ou certaines milices chiites irakiennes, etc. Qui agissent, eux, sur ordre. Sur ordre, je ne sais pas, mais en tout cas, le lien direct avec l'Iran est très fort. Pour les Houthis, c'est plus compliqué que ça. Encore une fois, ils sont en guerre avec les Saoudiens et les Émirats arabes unis, donc ce sabotage de cet oléoduc ne veut pas dire forcément qu'il y a la main de l'Iran derrière. Donc il faut essayer de nuancer aussi les choses. L'Iran n'a aucun intérêt aujourd'hui à engager un conflit direct. C'est un pays et un régime aux abois, vraiment. Ces sanctions américaines qu'il considère comme
extrêmement injuste parce que eux ont respecté de A à Z un accord nucléaire, ils se sentent totalement victimes de cette situation. Maintenant, c'est vrai que l'Arabie saoudite est également victime sur son territoire d'attaques et que donc légitimement les Saoudiens se sentent effectivement... alors, est-ce qu'ils vont utiliser cela, plus les sabotages sur les bateaux sur le golfe Persique, pour dire c'est l'Iran qui est derrière, comme ils ont l'habitude de le faire? Moi, je les trouve très prudents aujourd'hui, les Saoudiens. Je les trouve extrêmement prudents, alors que du côté des États-Unis, là, on fait de la surenchère et on enflamme vraiment, sauf l'ambassadeur, le général Abizet qui vient d'arriver, l'ambassadeur américain qui vient d'arriver à Riyad, a l'air de temporiser et de dire ni les Iraniens, ni les Saoudiens, ni les États-Unis n'ont intérêt à un conflit. On va laisser répondre Sophia Amara, parce qu'effectivement, il y a peut-être un malentendu sur les propos qu'a eu Sophia Amara. Préciser effectivement, Sophia, l'hypothèse selon laquelle l'Iran serait à l'origine de ces attaques. Oui, tout à fait, bien sûr. Je disais que c'était une hypothèse et qu'il était possible que ce soit une des explications des événements de ces dernières 72 heures, soit une action indirecte de l'Iran. Je m'explique. Les Houthis sont, c'est indéniable, des alliés de l'Iran. Pour certains, ils sont même, l'Iran est même un parrain des Houthis, comme l'Iran est un parrain du Hezbollah et du régime de Damas. Donc ça, c'est le premier point. Le second, il a été prouvé de manière absolument incontestable par une vidéo dont l'authenticité m'a été confirmée par le Hezbollah au Liban, qu'il y a des entraîneurs, des formateurs du Hezbollah au Yémen pour former des Houthis pour commettre des attentats en Arabie Saoudite. La vidéo est partout sur YouTube, elle a été vue, elle m'a été authentifiée par une source proche du Hezbollah. Et dans cette vidéo, on voit un formateur du Hezbollah libanais, mouvement libanais financé par l'Iran, personne ne peut le contester, et qui forme des Yéménites Houthis au Yémen pour commettre des attentats en Arabie Saoudite, pays voisin. Donc ça, il faut le dire et le dire clairement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il pourrait être ces derniers attentats, ces actes de sabotage au large des Émirats arabes unis et la dernière attaque d'hier contre cet oléoduc à la sortie de la capitale saoudienne Riyad pourrait être un message de l'Iran, commandité par l'Iran et mis en scène par ses alliés locaux, à savoir les Houthis. On n'est pas sûr, c'est vrai, mais ça n'est absolument pas impossible. Voilà ce que je voulais ajouter. Karim Sader, vous vouliez intervenir sur la présence de formateurs iraniens ou du Hezbollah libanais sur le sol yéménite pour former donc les Houthis à des attaques contre les Saoudiens ou leurs intérêts. Non, je voulais intervenir surtout sur cette question du lien entre l'Iran et ses différentes formations chiites à travers la région. Vous ne contestez pas, vous, je ne conteste pas la présence de formateurs iraniens ou du Hezbollah au Yémen? Non, je ne conteste pas, ça a été prouvé effectivement. Et il y a un lien entre l'Iran et les Houthis. C'est indéniable, mais il n'y a pas, et c'est là où justement il y a cette grille de lecture très simplificatrice qui consiste à parler d'un lien organique. Les Houthis, c'est une minorité zaïdite, issue du zaïdisme, donc qui est une minorité chiite, une branche du chiisme, qui est présente, donc, comme vous le disiez, depuis longtemps, exactement comme les Alaouites. Et il y a idéologiquement il y a un grand fossé idéologique entre le régime de Téhéran qui prône le wilayat al-faqih, c'est-à-dire l'allégeance au vicaire, en quelque sorte, du prophète, c'est-à-dire l'ayatollah Khamenei. Eux ne reconnaissent pas cette allégeance. Vous ne trouverez nulle part dans le fief des Houthis des portraits de l'ayatollah Khomeini. Ça, c'est de l'ordre du culte. Voilà. Non, mais c'est de l'ordre du culte. C'est de l'ordre du culte, mais c'est important parce que c'est une alliance qui est stratégique, aussi, qui s'est nourrie avec la circonstance des choses. Je rappelle une chose justement qui montre aussi la complexité. Le président Saleh, le défunt président Saleh, qui était ancien président yéménite, allié de l'Arabie Saoudite, était lui-même issu de la minorité zaïdite. Donc, ce n'est pas aussi automatique. C'est pareil, et vous pourrez trouver ça, analyser cela à travers toutes les communautés chiites dans la région. Idem pour Bahreïn. Les chiites de Bahreïn ne sont pas inféodés à Téhéran de manière aussi caricaturale. Et le Hezbollah au Liban il y a une dynamique locale entre le... Pardon, oui, absolument. Ça n'empêche. Mais aujourd'hui, dire que cette attaque
excusez-moi, dire que cette attaque est directement commanditée, téléguidée par Téhéran, pour moi... Pourrait. Oui, mais pour moi, ça semble exagéré. On a dit pourrait. Il y a en tout cas des gens qui le disent et qui font plus que... Écoutez, regardez les vidéos, regardez les vidéos de formation. Non, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un conflit depuis 4 ans entre l'Arabie Saoudite et le Yémen. Donc ça s'inscrit dans une logique de guerre entre les Houthis. Bien sûr, personne ne le nie. Et l'Iran a une sympathie pour les Houthis. Mais donc le lien est là. Donc... Oui. On a compris, madame, on a compris que le lien était là, madame. Seulement, vous ne pouvez pas résumer le lien entre les Houthis et l'Iran comme celui de Hezbollah avec l'Iran. Ça n'a rien à voir. Il ne me semble pas que Sophia Amara ait simplifié le lien. Elle a émis effectivement une hypothèse sur le fait que l'Iran ait pu commanditer ces attaques. Et puis, les gens qui entraînent, les Hezbollah qui entraînent justement les miliciens Houthis, ne sont pas iraniens, ils sont libanais. Hezbollah, membre du Hezbollah libanais. Mais c'est ce que disait également Sophia Amara en évoquant aussi peut-être la présence d'Iraniens eux-mêmes. Et ça, là-dessus, vous n'êtes pas d'accord. Formés par l'Iran. On comprend. Ruben Nizar, on va quand même dire un mot. Malheureusement, il nous reste très peu de temps. Alors, je pense qu'on va plutôt marquer une courte pause et on va se retrouver dans 3 minutes parce qu'on va aussi quand même parler pétrole. C'est aussi l'un des enjeux de cette crise. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant. C'est la deuxième partie du débat de France 24 après les incidents et l'attaque hier contre un oléoduc en Arabie Saoudite et puis 2 jours auparavant, il y a eu ces actes de sabotage, annonce Riyad, contre des navires pétroliers au large des Émirats Arabes Unis. On en parle avec toujours à mes côtés Fatia Dazieni, chercheuse Moyen-Orient et Golfe à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, l'IRSEM, également à Sciences Po Lille, auteur de l'Arabie Saoudite en 100 questions. Également avec nous, toujours Karim Sader, politologue, consultant spécialiste du Golfe, Ruben Nizar, économiste chez COFA, spécialiste des questions pétrolières, et en duplex de Casablanca, ma consoeur Sophia Amara, grand reporter et réalisatrice de nombreux documentaires consacrés notamment au groupe État islamique ou encore à la situation, la guerre en Syrie. On évoquait l'impact que peuvent avoir ces différentes attaques ou ces événements, disons, sur le cours du pétrole, car on va le voir, les cours, eux, sont en hausse depuis quasiment 6 mois maintenant. Ruben Nizar, dans son rapport mensuel publié aujourd'hui même, l'Agence internationale de l'énergie souligne qu'il n'y a pas de perturbation de la fourniture de pétrole et que les cours finalement évoluent peu. Est-ce qu'on peut dire que les marchés ne sont pas tendus aujourd'hui malgré ce qui se passe ? Les marchés sont tendus, ils sont instables. Il y a une instabilité parce que quand on regarde sur les 6 derniers mois, les prix ont connu un pic inédit en 4 ans, avec $86 au mois d'octobre. Puis ils se sont ensuite effondrés à $50 en lien avec des inquiétudes liées à la demande mondiale, car la croissance au niveau mondial, et notamment dans les grands émergents qui sont pourvoyeurs de demande pour l'or noir, est en train de ralentir. Il y a des signaux assez clairs. Et depuis le début de l'année, vous l'avez montré, vous l'avez souligné, les prix ont repris 35%, corrigeant en grande partie le mouvement de vente qui a eu lieu à la fin de l'année dernière. Donc c'est plutôt ces vastes mouvements qui sont aujourd'hui, qui démontrent aujourd'hui l'instabilité du marché pétrolier. Ces tensions aujourd'hui dans le Moyen-Orient, elles ajoutent de l'huile sur le feu d'un marché qui s'inquiète énormément de son équilibre, qui depuis désormais 4-5 mois se pose la question de savoir s'il est bien approvisionné. Quand on regarde l'évolution des stocks, les stocks augmentent, ils sont relativement proches de leur niveau, de leur moyenne à 5 ans, ce qui indique que le marché est plutôt à l'équilibre. Et donc aujourd'hui, ce qui est une situation assez étonnante, c'est que cette situation dure alors que le marché pétrolier est lui plutôt caractérisé soit par des périodes de suroffre, soit par des périodes de surdemande. Il y a des craintes sur le passage des pétroliers par le détroit d'Ormuz ? Et il y a des craintes toujours sur cette route commerciale qui est critique. Là aussi, vous l'avez rappelé en début d'émission, c'est près d'un tiers des flux commerciaux de pétrole qui prennent ce détroit. Donc c'est une route commerciale qui est critique
pour l'approvisionnement notamment des pays asiatiques, qui sont les principaux responsables de l'augmentation de la demande mondiale de pétrole, et donc qui sont aujourd'hui les principaux aussi price makers en termes de demande. Les faiseurs de prix. Exactement. Donc cette route est aujourd'hui critique. Elle est déjà en question avec l'impact des sanctions iraniennes, qui est un pourvoyeur très important des marchés chinois et indiens en pétrole. Donc c'est vrai que ces tensions en Arabie Saoudite interpellent d'autant plus parce que l'Arabie Saoudite, et c'est notamment la demande de l'administration américaine et l'espoir de l'administration américaine, pourrait compenser les pertes de pétrole et les pertes d'exportation de pétrole iranienne vers ces pays. Justement, l'embargo total envers le pétrole iranien décrété par les États-Unis, imposé par les États-Unis au reste du monde et compensé peut-être en partie par l'Arabie Saoudite ou d'autres, il a un impact sur les cours mondiaux en tant que tel ? Oui, il a un impact. C'est au lendemain de la décision de l'administration américaine de resserrer le coup de vis de sanctions à l'égard de l'Iran, c'est-à-dire d'interdire les importations à 8 pays qui étaient les principaux importateurs de pétrole iranien. En décidant de lever ces exemptions qui étaient en vigueur depuis 6 mois, évidemment, les marchés se sont tendus, puisque de plus en plus se pose la question de l'approvisionnement pétrole au niveau mondial. Parce que les pays de l'OPEP sont aujourd'hui engagés dans un accord de réduction et de quotas, dans une politique de quotas jusqu'au mois de juin 2019 au moins, parce que justement, ils avaient constaté à la fin de l'année une correction assez importante des prix et voulaient soutenir les prix et rassurer le marché sur l'approvisionnement global du marché. Aujourd'hui, ces nouvelles tensions, ces nouvelles sanctions tendent évidemment le débat. Alors on parle beaucoup ici du Moyen-Orient, mais il y a également les sanctions qui se sont durcies à l'égard du Venezuela, qui ont également un impact majeur sur la dynamique des prix. Les tensions en Libye et le regain de tensions en Libye, là aussi interroge les acteurs du marché qui sont relativement tendus. Et ces éléments de tensions géopolitiques et de sanctions américaines à l'égard de certains acteurs majeurs du pétrole soutiennent les prix du pétrole, alors même que lorsque l'on regarde les fondamentaux, il y a certains éléments d'affaiblissement de l'offre qui plaideraient pour une relative stabilité sous des prix modérés. Et des prix relativement modérés. Karim Sader, que sait-on du sabotage de 4 navires, dont 2 tankers saoudiens en face de ce port de Fujairah? C'est l'un des 7 Émirats qui composent les Émirats arabes unis. Pour l'instant, une enquête est en cours, donc on attend de savoir. Les images satellites ne montrent pas apparemment de dégâts particuliers, c'est simplement effectivement la poupe du pétrolier norvégien Andrea Victory qui était endommagée au niveau de la ligne de flottaison, qui est le seul élément finalement dont on dispose. Alors ce qu'on attend surtout, c'est que l'enquête soit menée par divers acteurs, et on parle donc de la Norvège, des autorités norvégiennes, mais également de la France qui dispose donc d'une base à proximité, à Abu Dhabi, et des États-Unis également, pour voir qui est à l'origine, parce que on ne peut pas plaisanter avec ce genre de choses et justement se mettre à discourir avec une rhétorique va-t-en-guerre. Je voulais juste rebondir sur la question du pétrole qui est importante. Oui. Ce qui se joue justement, et pour rebondir sur la très complète analyse qui vient d'être faite, c'est aussi une dynamique interne par rapport à l'Arabie Saoudite. L'augmentation des cours du brut est importante aujourd'hui pour l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, le Royaume s'est engagé dans une politique de réforme qui, je dirais, jusqu'à maintenant, dont le bilan est assez mitigé, c'est-à-dire d'ouvrir l'économie donc au marché. Oui, bien sûr, mais je veux dire, pour l'instant, la politique saoudienne repose sur la rente pétrolière et sur les recettes de l'or noir. Donc, la position de Mohammed Ben Salman, le prince héritier, donc, qui a aujourd'hui les rênes en main, face à ses potentiels rivaux de l'intérieur, face à un risque de contestation à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite est un pays qui peut, où la situation peut dégénérer d'un point de vue, je parle de révolte, etc. Oui, c'est pas le monolithe qu'on voit de l'extérieur. Exactement. Ouais. Donc le jeune prince héritier a besoin de flux financiers, de recettes financières pour continuer à acheter la paix sociale. On sait quel est le niveau du prix du baril qui convient, entre guillemets, aux Saoudiens ou qui leur permet de dégager des excédents budgétaires. L'idéal, c'était avant donc, les accords de Vienne, c'est-à-dire quand on était à 120, 140 $ à peu près. Donc on est très loin de l'intérêt des
Américains, alliés des Saoudiens, qui, eux, voudraient plutôt un baril moins cher. Oui, bien sûr. Oui, mais enfin, toute l'ambition du prince héritier, certes, son plan de transformation extrêmement ambitieux pour le moment est très limité, hein, j'en conviens. Sûr, oui. Mais il y a quand même de nouvelles recettes fiscales, il y a une volonté très claire de vouloir quand même sortir de diversifier l'entière l'économie. dépendance des revenus pétroliers. Et là-dessus, c'est vrai que pour la première fois, il y a quand même, et ça on peut le mettre à son crédit, une réforme structurelle de fond sur le plan économique qui prendra 20 ans. C'est clair qu'on ne va pas créer un secteur privé du jour au lendemain en Arabie Saoudite. Il n'empêche que sur ce plan-là, je ne pense pas qu'un prix du pétrole au pic pour l'Arabie Saoudite aujourd'hui soit quelque chose qui arrange le prince héritier dans son ambition de réforme. Et concernant les révoltes... Parce que, pardonnez-moi, pourquoi Parce qu'un prix du pétrole élevé maintient un certain nombre d'intérêts économiques saoudiens dans le confort de la rente pétrolière. Bien sûr, un prix du pétrole trop haut empêche des réformes structurelles, c'est très clair. Et c'est d'ailleurs avec un prix qui a atteint un tréfonds, c'est-à-dire 28 ou 30 $, si je ne me trompe, 2016, oui. Voilà, où le prince héritier a commencé à énormément parler de sa vision 2030 et de ses réformes. Donc les réformes structurelles, elles se font quand le prix, au plus mauvais moment, si je puis me permettre, parce que idéalement, mener les réformes, il faudrait les mener quand le prix du pétrole est très élevé. Oui. Mais la population ne le supporterait pas non plus. Maintenant, quant aux révoltes de la population saoudienne, on est quand même dans un climat ultra-autoritaire aujourd'hui, beaucoup plus vertical qu'avant. Et s'amuser à contrarier ce prince héritier, c'est prendre de très hauts risques. Ça ne veut pas dire que, bien entendu, un climat de révolte à terme n'est pas inenvisageable. Mais pour l'heure, aujourd'hui, honnêtement... Il y a eu des signes de tension, notamment au niveau des régions pétrolières où réside une partie de la population chiite. Mais pas seulement. Il y a eu, si vous voulez, des gens qui ont exprimé leur désaccord avec cette tension avec le Qatar, des désaccords sur la réforme économique. Et tout ça... je pense que c'est pas de la population chiite que les autorités ont le plus peur. Parce que la population chiite, pour eux, c'est toujours facile de les mater sous prétexte, encore une fois, qui seraient des proxys sociales, des proxys de l'Iran. Oui, voilà. les crispations sociales et économiques, si jamais ils sont déçus de ces réformes économiques, ça peut effectivement... Le risque de contestation, il est difficilement palpable dans un régime qui est assez verrouillé, mais je pense quand même que, vu la jeunesse saoudienne, et vu je ne pense pas que par la brutalité, le prince héritier va pouvoir réformer le pays. Ruben Nizar, vous vouliez ajouter un mot et ensuite on ira voir Sophia Amara. Oui, je voulais juste préciser un petit peu les éléments sur l'économie saoudienne et les équilibres de l'économie saoudienne. Pour revenir déjà sur le prix du pétrole qui pourrait convenir à l'Arabie Saoudite, officiellement c'est le prix de 70 $. Alors c'est un prix qui n'équilibre pas le budget saoudien. Il faudrait, d'après les dernières estimations et au vu des réformes économiques qui ont été menées dans les pays du Golfe, pas seulement en Arabie Saoudite, le prix d'équilibre est tombé à peu près à 90 $. Il faudrait un prix du baril en moyenne à 90 $ pour avoir un équilibre budgétaire à zéro. Mais l'Arabie Saoudite peut se permettre aujourd'hui d'avoir un déficit budgétaire parce qu'ils ont des réserves de change très amples, parce qu'ils ont une dette très faible et un endettement extérieur très faible. Donc il y a de la marge de manœuvre pour mener des réformes avec un prix à 70 $ aujourd'hui. Donc ce prix actuel est plutôt le prix que cherchent à maintenir les pays membres de l'OPEP. Sophia Amara, sur encore une fois ces navires endommagés, les Saoudiens et les Émiratis en ont fait part à la communauté internationale et en même temps ils n'ont pas désigné explicitement l'Iran. Est-ce qu'il y a une gêne? Comment expliquer finalement cette demi-mesure dans la réaction, dans l'annonce et la réaction? Bien déjà, ce sont, en tout cas pour le cas des Émirats, ce sont des équipes pour beaucoup étrangères qui sont en charge de l'enquête. Il n'y a pas eu de revendication dans le cas de l'attaque ou de ces actes de sabotage de dimanche dernier au large des Émirats arabes unis. Donc ça pourrait être la première explication. La deuxième, qui me semble un peu farfelue, mais qu'on ne peut pas exclure complètement, ce serait que, comme disait tout à l'heure un de vos invités, peut-être que l'Arabie et les Émirats arabes unis qui n'ont jamais eu, on se rappelle éventuellement de l'affaire Hariri, lorsque l'Arabie saoudite a, entre guillemets, kidnappé le Premier ministre libanais sous prétexte qu'il avait trop normalisé ses relations avec le Hezbollah libanais.
on ne peut pas exclure que cela vienne de l'intérieur. Donc, ce serait peut-être une explication. Mais je voudrais rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les revendications de cette jeunesse saoudienne. Depuis 2011, ça ne date pas d'hier. Depuis 2011, moi, j'ai été en contact au moment où le régime égyptien était en train de tomber avec des Saoudiens, et toutes confessions confondues, d'ailleurs, des chiites, mais aussi et beaucoup des sunnites, qui voulaient absolument, peut-être pas changer de régime, mais que le régime change radicalement, à savoir avoir une véritable société civile, à savoir bannir la religion du politique, ce qui est loin d'être gagné en Arabie, malgré cette vision 2030 qui, pour certains, est complètement abracadabrante, mais évidemment, il est trop tôt pour pouvoir juger. Donc, il y a une jeunesse réellement en Arabie saoudite qui attend pas seulement des réformes économiques, mais une ouverture sociale, une ouverture vers la laïcité, pas complètement évidemment, parce que ce serait trop tôt pour un régime aussi tourné, une théocratie en fait, mais en tout cas qui a ce genre de revendications, et ça depuis 2011. Des tensions en Arabie Saoudite et on est bien au-delà des tensions, puisque c'est une guerre qui se déroule au Yémen, où d'ailleurs l'Arabie Saoudite est engagée. Elle est à la tête d'une coalition contre les rebelles chiites houthis, ceux-là même qui revendiquent donc l'attaque hier contre un oléoduc. Et on a vu la reprise d'affrontements aujourd'hui dans le port d'Hodeïda, alors même qu'hier, les Nations Unies annonçaient le retrait de ces combattants houthis dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. Est-ce qu'il y a un lien, là aussi, avec ce qui s'est passé hier sur l'oléoduc ou pas ? Possiblement, oui. Encore une fois, il faut être prudent. Ça ne sent pas... Allez-y, Sophia Mara. Non, il faut être prudent, et je pense que ça ne semble pas directement lié. Et puis le timing semble aller dans le sens inverse de cette hypothèse. Cela étant dit, pour reprendre la première hypothèse, et je souligne à nouveau qu'il s'agit d'une hypothèse, puisque nous n'avons pas encore d'informations complètement claires et confirmées, le message semble complètement centré sur l'or noir, comme vous le disiez en introduction. Aujourd'hui, on a bloqué complètement cette ressource pour les Iraniens. Eh bien, les alliés de l'Iran, je simplifie évidemment là encore, pourraient avoir été mandatés pour frapper, ou en tout cas de manière très symbolique, puisque les activités ont repris dans cet oléoduc qui a été visé hier. On frappe l'or noir en Arabie Saoudite, puisque l'Arabie Saoudite est considérée par Téhéran comme un allié presque, entre guillemets, diabolique des États-Unis dans leur guerre psychologique contre Téhéran. Non, concernant, excusez-moi, Hodeïda, où effectivement, depuis 5 mois, la mission de l'ONU essaie d'obtenir un retrait des Houthis et également du pouvoir yéménite. Enfin, des forces pro-gouvernementales. Voilà. Alors, vous avez eu quand même beaucoup de discussions, d'avancées, de recul, etc. Et l'envoyé spécial, Martin Griffiths, a eu beaucoup de mal à convaincre les uns et les autres pour essayer de mettre en place cet accord de Stockholm. Pour vous, c'est plus une péripétie, entre guillemets, qu'une réaction à ce qui s'est passé hier, l'oléoduc ? Non, il y a cela, de toute façon, cet accord est très, très difficile à mettre en place. Les Houthis, le gouvernement dit légitime yéménite, les Saoudiens, les Émiratis ne se font absolument pas confiance, donc c'est extrêmement compliqué. Ça ne veut pas dire que les Houthis, d'un autre côté, n'envoient pas des signes en attaquant effectivement un oléoduc en Arabie Saoudite. Moi, ça me semble pas du tout déconnecté. Karim Sadr, oui, ça peut être aussi... Mais bien sûr. Aujourd'hui, ils accusent la coalition arabe d'être à l'origine de l'agression. Est-ce qu'il n'y a pas des représailles, une riposte à l'attaque de l'oléoduc d'hier ? C'était le sens de ma question, en fait. Oui, effectivement, parce que ce qui est dit aujourd'hui sur le terrain, c'est que les Houthis, et ça, c'est les porte-paroles des Nations Unies qui ont décrit la situation comme telle, les Houthis étaient déjà sortis. On avait déjà évacué les lieux et l'ONU, enfin la mission de l'ONU avait déjà pris le contrôle de cette zone. Donc, alors évidemment, chaque partie s'accuse mutuellement, mais je pense qu'il est important effectivement de dire que il n'est pas déconnecté. Enfin, il n'y a pas de déconnexion entre l'attaque des Houthis et sans que ce soit forcément quelque chose de prémédité par l'Iran. Après tout, les
Houthis aussi, il y a des agendas qui se superposent. Oui. Les Houthis aussi ont intérêt à montrer dans le conflit qui les oppose à l'Arabie Saoudite qu'ils ont cette capacité. Oui, il faut éviter d'être manichéen et de dire qu'il y a la main de Téhéran partout. Je ne pense pas que c'est ce qu'on a dit. On essaye de décrypter Fathia Daziani et tout le monde n'a pas vos compétences, mais on essaye de... Donc il faut faire attention à ne pas mettre l'huile sur oui, mais le feu. on pose les questions et c'est notre rôle, pardonnez-nous de le faire. On va écouter le rôle de deux dirigeants américains et de haut niveau, bien sûr, puisqu'il y a à la fois Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain, et puis Donald Trump, le président. Vous allez voir deux sons de cloche assez différents en l'espace de 24 heures sur le rôle que les États-Unis entendent jouer à très court terme dans cette région vis-à-vis de l'Iran. Fondamentalement, nous ne cherchons pas une guerre avec l'Iran. Nous attendons du régime qu'il cesse simplement ses campagnes d'assassinat dans toute l'Europe, qu'il arrête de soutenir le Hezbollah, qui menace les intérêts de tout le Moyen-Orient, et les Houthis qui tirent des missiles dans des régions où voyagent des Russes et des Américains. Et ces missiles pourraient facilement tuer un Russe ou un Américain. Je pense que ce sont des fake news, d'accord? Maintenant, est-ce que je le ferai? Absolument, mais nous n'avons pas planifié ça. J'espère que nous n'aurons pas à le faire et si nous devions le faire, nous enverrions un paquet de troupes en plus. Un mot d'explication. Donald Trump répondait à l'instant à une rumeur qui circulait dans la presse et qui laissait entendre que 120 000 soldats américains étaient sur le point d'être envoyés dans la région. Et puis, s'agissant de Mike Pompeo, lui, il est venu sur place pour tenter de rassurer. Fondamentalement, nous ne cherchons pas la guerre avec l'Iran. Toujours est-il que les États-Unis annoncent quand même le retrait de leur personnel non essentiel de l'ambassade des États-Unis à Bagdad et également du consulat à Erbil, donc dans le Kurdistan irakien. Sophia Amara, est-ce qu'il faut s'inquiéter peut-être d'une volonté réelle des États-Unis peut-être de passer à l'acte? On sait qu'un navire, un porte-avions américain, l'USS Abraham Lincoln, est en route dans la région avec des B-52. Est-ce qu'on a une vraie crainte aujourd'hui d'un affrontement militaire ou est-ce qu'on prend cela pour une simple démonstration de force sans conséquence des États-Unis? Écoutez, Mike Pompeo l'a dit très clairement à Sochi. Donc l'Américain Mike Pompeo a expliqué que Washington ne recherchait pas la guerre contre Téhéran. Et Téhéran, de son côté, est allé dans le même sens, c'est-à-dire un peu dans le sens de l'apaisement, malgré les derniers événements. Cela dit, les Américains considèrent qu'il faut garder l'Iran sous pression. C'est plutôt les Européens qui ont manifesté leur crainte de voir la situation dégénérer, ne serait-ce que entre guillemets, par accident. Donc, cette administration américaine montre peut-être un petit peu ses muscles, mais rien ne semble indiquer qu'il y a une escalade imminente sur le terrain militaire entre Washington et cette puissance régionale qu'est l'Iran. Non, bien sûr que non. C'est votre avis à vous aussi, Fathia Daziani? Écoutez, il y a beaucoup d'escalades, beaucoup de surenchères, beaucoup effectivement de nouvelles comme ça qu'on apprend, qui ne sont pas corroborées. On n'a vu aucune image de ces pétroliers effectivement qui ont subi ces sabotages en dehors du norvégien. Donc, évidemment, tout s'emballe. C'est pourquoi, c'est vrai, oui. Je suis désolée. Non, mais vous avez raison de le faire, au contraire, c'est votre rôle. Il faut essayer quand même de remettre les choses à leur place et que c'est pas nouveau. Cette région est de manière récurrente l'objet d'escalade. Très clairement, vous avez d'une part le détroit d'Ormuz, d'autre part également le Bab el-Mandeb, le détroit du Bab el-Mandeb qui ouvre sur la mer Rouge, qui sont les deux routes les plus stratégiques au monde. Donc effectivement, et on a des tensions très fortes entre Arabie Saoudite avec un nouveau leadership qui a une politique étrangère aujourd'hui beaucoup plus assertive, enfin comme disent les Anglais, ce qui est quand même très nouveau dans le cas de l'Arabie Saoudite, qui a toujours eu une diplomatie en arrière rideau, prudente. Et donc tout ça fait que des événements ici et là qui peuvent être totalement déconnectés, on en fait un lien direct et ça monte. Il faut se garder de le faire, c'est ce que vous nous dites bien ce soir. À titre personnel, j'ai quand même des inquiétudes à travers quand même un discours va-t-en-guerre extrêmement belliqueux
qui... Les Américains parlent d'une menace imminente de l'Iran. Qu'est-ce qui les conduit à imaginer qu'une menace est imminente? C'est du pur fantasme? Je pense qu'il y a un partage d'intérêts entre un certain nombre de leaders dans la région aujourd'hui, qui sont Mohammed Ben Salman, Mohammed Ben Zayed, également le gouvernement israélien de Netanyahou. Les dirigeants saoudiens, enfin prince héritier saoudien et le prince héritier qatarien, des Émirats arabes unis, voilà, Abu Dhabi, oui. Et une administration Trump qui a quand même renoué avec cette rhétorique anti-iranienne qui datait de l'époque qu'on croyait révolue d'un George Bush. Et pour ne citer que lui, quand on voit Bolton par exemple, des gens obsédés par la menace iranienne. Donc j'ai cette inquiétude par rapport à cet ensemble d'intérêts entre ces leaders-là qui ont quand même un discours assez belliqueux. Et vous pensez à un agenda coordonné? Un agenda coordonné, absolument, oui, bien sûr. Bien sûr. Ruben Nizar? Oui, c'est assez intéressant d'écouter la rhétorique de Donald Trump, qui effectivement s'est durci ces derniers temps à l'égard de l'Iran. Elle entre également dans un durcissement et dans le contexte d'un durcissement de la rhétorique également dans les tensions commerciales qui l'opposent à la Chine. Et c'est pour cela qu'il faut aussi garder à l'esprit qu'on est déjà entré dans le cycle électoral aux États-Unis et que une montée des tensions n'est peut-être pas dans l'intérêt des États-Unis. C'est aussi cela qui est à regarder. Une montée des tensions qui aurait un impact sur la popularité du président. Ou sur le prix de l'essence à la pompe. Sur le prix de l'essence à la pompe. Ce qui est certain, c'est qu'effectivement, dans l'opinion publique américaine, j'ai eu l'occasion de le constater à travers diverses lectures là, récemment, il y a ce sentiment que l'Arabie Saoudite cherche à emmener les États-Unis dans une guerre, et c'est l'Arabie Saoudite dont on sait que l'image est extrêmement impopulaire aux États-Unis depuis les attaques du 11 septembre. Voilà. Aggravé par l'affaire Khashoggi. En plus, aggravé par une succession, oui, effectivement, d'affaires. Fathia Daziani, Donald Trump, pendant la campagne électorale, avait été très critique des politiques de ses prédécesseurs, notamment de celles pratiquées sous George W. Bush, du regime change, le changement de régime. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'intention que lui prêtent certains analystes de vouloir un changement de régime en Iran, est-ce qu'elle est corroborée par les faits, d'après vous? Est-ce qu'il aurait changé d'avis, finalement, Donald Trump, et voudrait faire en Iran ce qu'il reprochait à ses prédécesseurs d'avoir voulu faire en Afghanistan ou en Irak? Il a reproché à ses prédécesseurs d'avoir perdu 2 guerres, l'Afghanistan et l'Irak. Est-ce que lui serait prêt à engager une guerre avec l'Iran, dont on sait que c'est quand même le pays le plus aguerri en matière justement de guerre? C'est quand même... bon, je me pose la question. Maintenant, c'est vrai qu'il s'est entouré de 2 ultra néocons, comme on dit, très anti-iraniens, notamment Bolton, qui, comme disait Karim, est totalement obsédé par le régime iranien, très hostile, et lui est tout à fait dans la ligne du régime change. Ceci dit, un changement de régime à Téhéran aujourd'hui, c'est une vue de l'esprit. Ça me paraît être totalement une vue de l'esprit, parce que quand effectivement, ce régime n'est pas populaire. Hein. La population iranienne, 60% environ, moins de 30 ans, ils en ont effectivement ras la casquette de ces mots-là. Ils ont envie de vivre comme tout le monde. Maintenant, il y a un nationalisme iranien très fort. Et c'est vrai que si l'Iran est attaqué, comme je l'ai déjà dit, alors même que l'Iran a scrupuleusement appliqué l'accord sur le nucléaire, les gens sentent une très très forte injustice. J'étais à Téhéran récemment, c'est vrai que ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on leur en veut. Pourquoi est-ce qu'on leur Alors qu'ils ont respecté. C'est certain de toute façon que le retour au régime des sanctions est le meilleur moyen de renforcer le régime avec sa frange la plus radicale. Dure, ouais. Ceci dit, je ne suis pas certain que Donald Trump décide de toute la politique étrangère, en tout cas au Moyen-Orient. Il y a certainement... il faut pas bien avoir à l'esprit que dans cette guerre qui se joue, qui est à la fois une guerre de communication, mais également énormément une guerre de lobby. Quand on voit par exemple l'Arabie Saoudite a énormément fait un lobbying extrêmement intense justement pour que on revienne vers cette ligne de fracture entre l'Occident et Téhéran. Et c'est la fin de ce... Allez-y, un mot. Non, parce que l'Arabie Saoudite veut surtout contenir l'Iran économiquement, surtout dans son grand projet de transformation économique. Donc une confrontation militaire, moi j'avoue que j'ai du mal à y croire. Merci Fathia Daziani. Merci à vous également Karim Sader, Sophia Amara qui était avec nous en duplex de Casablanca et Ruben Nizar ici même en plateau.